Une génération engagée pour informer ou influencer, point d'interrogation. Alors, plusieurs études ont récemment montré le désengagement politique des jeunes, un désintéressement envers les personnalités et les partis politiques ou encore les syndicats. Mais ce désengagement se contrebalance d'un engagement fort dans la défense de causes, dans des formes de militantisme différentes. Les jeunes ont toujours porté des causes qui ont pu sembler iconoclastes ou décalées à leurs aînés. En cela, l'époque n'est pas très différente des précédentes. Dans les années 60, les vieux ne comprenaient pas l'engouement des jeunes pour le rock. Aujourd'hui, les vieux ne comprennent pas l'engouement des jeunes pour le rap ou la K-pop. Le conflit supposé des générations n'est donc ni nouveau, ni absolument avéré. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et en particulier lors de cette table ronde, c'est de savoir si ces formes différentes d'engagement, si les causes qu'ont les jeunes à défendre ont un impact sur leur manière d'apprendre et de comprendre le journalisme. S'ils vont avoir un impact sur la manière dont ils vont eux-mêmes faire le journalisme. Est-ce qu'une forme d'engagement est compatible avec l'objectivité supposée du journaliste? Donc je suis heureuse d'avoir aujourd'hui autour de la table Joël Ronet, qui est producteur. Je commence par celui qui est en minorité, parce que je suis aussi très heureuse d'avoir un panel très majoritairement féminin. Donc Joël Ronet, qui est producteur et fondateur de Binge Audio. Aliénor Carrière, qui est journaliste indépendante et féministe, on y reviendra. Ségolène Dupont, qui est déléguée à la CPNEF audiovisuelle. Corinne Van Meris, qui est directrice de l'ESJ de Lille. Adjointe, pardon. Et, pas de problème. Pensez Paupière Savary. Et Mélanie Ravier, étudiante à l'IPJ Dauphine. Alors, je vais commencer avec Aliénor. Aliénor Carrière, vous êtes journaliste indépendante et vous faites essentiellement, je pourrais te tutoyer, on se connaît, mais de la télévision et de la vidéo. Tu réalises des documentaires avec des boîtes de production et tu travailles très régulièrement pour Arte, pour le JT, mais aussi pour l'émission féministe Créatour. Tu es aussi formatrice à l'ESJ Lille, où tu essaies de sensibiliser les étudiants à des sujets un peu nouveaux, en tout cas qui étaient, il y a encore peu, très peu traités dans les médias traditionnels ou mainstream, comme on l'a vu tout à l'heure, cette distinction dans le précédent débat, et notamment sur toi, ton sujet, les violences conjugales. Tu te présentes aussi aisément comme une journaliste féministe. C'est là-dessus que j'aimerais commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de le préciser et de l'assumer? Et qu'est-ce que ça implique dans la manière dont tu travailles tes sujets? Comme ça? Un peu plus. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Si, c'est bon. Merci pour cette invitation déjà. Alors, journaliste féministe, en fait, c'est simplement que je suis féministe et il se trouve que je suis aussi journaliste et réalisatrice. Je le suis particulièrement dans le choix de mes sujets parce que depuis ma sortie de l'école, du coup, en 2016, je vous laisse faire le calcul, c'est naturellement que ces sujets-là me sont arrivés, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment traité et c'était juste avant MeToo, donc du coup j'ai commencé à faire un film sur les clichés sexistes en sortie d'école et ensuite les choses se sont déroulées de façon à ce que ce soit mon sujet de prédilection. En fait, il m'est tombé dessus un peu. Après, je me suis surtout concentrée au traitement médiatique des violences faites aux femmes. Là, je me suis encore rendu compte qu'il y avait un gap. C'est pour ça que j'ai donné des formations sur le sujet, après moi-même m'être formée. Et en fait, c'est, je pense, un peu devenu une obsession qui fait que mon journalisme est encore plus fort. C'est-à-dire que j'ai continué à lire des choses dessus sur mon temps libre. J'ai énormément vu de documentaires, je me suis renseignée, j'ai rencontré beaucoup de monde. Donc ça a fait partie en fait de ma culture à moi. Et c'est ce qui a nourri en fait mon intérêt pour le sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est ce qui a fait que j'ai interrogé mon propre vocabulaire. C'est ce qui a fait que j'ai interrogé mes propres habitudes en tant que journaliste. Qui j'allais voir, pourquoi j'allais voir ces gens-là, pourquoi j'allais voir plus des hommes pour me parler de science, pourquoi j'avais des réflexes comme ça. Et je les ai interrogés un par un. Et je me suis demandé aussi pourquoi est-ce que je traitais l'information comme je la traite. Donc du coup, j'ai essayé de renverser les choses.
Et là où mon journalisme est féministe, c'est par exemple dans le choix des personnes qui m'accompagnent pour tourner mes documentaires. Je ne travaille pratiquement qu'avec des femmes. J'essaie de contrebalancer en fait des équilibres dans l'audiovisuel, on pourra en parler, qui sont parfois un peu précaires pour les femmes et pour les jeunes femmes. J'ai créé un collectif de femmes réalisatrices. J'ai réfléchi aussi à encore une fois, à qui je donnais la parole. Donc j'essaie de mettre en lumière des sujets qui concernent des femmes, parce que j'estime que c'est des sujets qui ne sont pas tout à fait visibles. Alors ça l'est de plus en plus, et tant mieux. Je voudrais que ça s'inscrive dans la durée, et c'est pour ça que j'assume aussi, et je pense que c'est pas très difficile aujourd'hui d'assumer d'être féministe. Ça l'était un petit peu plus il y a 10 ans. Donc j'arrive en fait aussi avec un positionnement de réalisatrice où je peux assumer d'avoir une opinion forgée sur un sujet, parce qu'en tant que réalisatrice, on a une casquette un peu de non-neutralité officielle. C'est-à-dire qu'on dans nos dossiers de production aux chaînes, on va avoir tendance à écrire une note d'intention qui explique pourquoi nous, en tant que personne, on est légitime à traiter ce sujet-là. Donc ça rajoute une casquette à la journaliste que je suis, et ça légitime aussi le fait que j'ai un point de vue. Et dans mon milieu professionnel, la réalisation audiovisuelle, c'est un peu moins mal vu que dans le journalisme. Oui, parce que justement, on a tendance à opposer point de vue et l'objectivité journalistique. Est-ce que, même si effectivement ce que tu précises est important dans le milieu du documentaire ou de la réalisation, on assume plus un point de vue subjectif, effectivement, du réalisateur, est-ce que cet engagement subjectif, entre guillemets, t'empêche de faire du journalisme? Parce que tu travailles aussi pour Arte, pour le JT, enfin voilà, pour des formes, on va dire, de journalisme moins documentaire. Est-ce que ça t'empêche de faire ce qu'on apprend, notamment à l'école, sur les règles éthiques du journalisme? Non, ça ne m'empêche pas du tout d'être journaliste pour autant. Je pense que j'ai même tendance à vérifier 2 fois plus mes sources, notamment quand j'ai envie d'y croire, pour certains chiffres. Donc je vais encore plus regarder les chiffres que j'étudie, et peut-être même aller voir des sources où les chiffres sont moins impressionnants parce que les échantillons me paraissent plus fiables. En gros, j'ai conscience de mon prisme, et donc à partir de là, je le déconstruis en me disant: il ne faudrait pas que je me laisse non plus complètement bouffer par ce prisme. C'est-à-dire que je vais avoir, après je travaille au journal télévisé d'Arte notamment, sur des sujets bien autres. Donc là, la question se pose beaucoup moins. Mais pour les questions féministes dans mes travaux journalistiques, effectivement, je suis deux fois plus consciente de ce prisme-là. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui en parlait très bien, c'est Alice Coffin dans son livre Le génie lesbien, qui vraiment décortique tout ce qui est neutralité supposée des journalistes. Elle, on lui a longtemps interdit de traiter des sujets LGBT alors qu'elle était membre de la communauté LGBT. Et elle le décortique en disant qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout le même prisme vis-à-vis de la neutralité journalistique sur ces sujets. Et notamment des journalistes d'origine mexicaine qui vont interroger Trump en leur disant: ben voilà, moi je suis immigrant, je vous pose cette question avec ce point de vue, qu'en pensez-vous, monsieur Trump? Et c'était pas possible de faire autrement étant donné la situation politique. Elle cite aussi l'exemple de Ronan Farrow qui fait cette enquête sur les agressions sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, tout en portant plainte lui-même contre son beau-père Woody Allen pour agression sexuelle dans l'enfance. Donc il y a aussi des prismes comme ça qui ne sont pas du tout vus et perçus de la même façon en France et aux États-Unis. Et ce regard-là, il est intéressant, je pense. Merci Aliénor. On va passer à notre deuxième invité, Joël René. Vous êtes producteur et fondateur du studio de podcast Binge Audio en 2015-2016. Auparavant, vous avez piloté le pôle numérique d'Arte France, encore Arte, puis était directeur des nouveaux médias de Radio France de 2011 à 2014. Alors, Binge Audio, c'est un studio de podcast qui est né au moment de l'essor très fort du podcast en France. Après quelques rares précurseurs, vous êtes un de ceux qui ont amené le podcast natif d'information à un volume d'audience inégalé. Vous dirigez aujourd'hui une entreprise, si je ne me trompe pas, mais vous me direz sur les chiffres, de 18 personnes, dont 4 journalistes permanents et des pigistes. L'une des signatures des podcasts de Binge Audio, c'est justement leur engagement, leur positionnement fort sur des thèmes de société. Alors j'espère ne pas vous insulter en disant que vous ne faites pas partie de la jeune génération, mais en tout cas, vous la faites beaucoup travailler. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui vous a amené à créer Binge Audio ?
Oui, merci de l'invitation. Effectivement, je souscris aussi à ce qui vient d'être dit, comme ça ce sera fait, on n'aura pas besoin d'y revenir sur la question de l'objectivité. Toujours ce débat qu'on nous relance, mais alors vous êtes engagé, vous n'êtes pas objectif, etc. C'est de la foutaise, c'est-à-dire il faut qu'on enterre cette affaire-là. Moi, j'ai relu, par exemple, le bouquin qui a été édité aux Arènes, qui est 50 ans de prix Albert Londres donc en France, qui est quand même le prix le plus important du journalisme. Et en fait, c'est que des enquêtes avec un point de vue subjectif, avec de l'engagement, etc. On n'a pas inventé l'engagement ou le militantisme avec le podcast ou Instagram. Ça existait avant, et heureusement. Après, il y a la question de la crédibilité, il y a la question effectivement de la véracité, il y a la question du recoupement, des informations, toutes choses qui font effectivement le journalisme. Mais il ne faut pas l'opposer à l'objectivité, parce que souvent, c'est un débat qui est assez vain. Alors pour répondre à votre question, pourquoi j'ai créé Binge Audio ? Il y a plein de choses. Il y a d'abord mon parcours. Moi, j'ai fait pendant 10 ans de la transition digitale dans les médias, audiovisuel, public, privé. Je travaillais aussi pour la presse écrite. Et en fait, j'étais un peu fatigué de ça, parce que quand on fait de la transition numérique, on fait beaucoup, on gère un peu, on va dire, la décroissance, quoi. Et donc, c'est bien aussi de travailler sur un média 100% numérique. Alors ça a d'autres inconvénients, c'est-à-dire la difficulté de trouver du capital, de pouvoir investir, la difficulté de se développer. Mais en gros, c'était pour passer à autre chose. Il y avait une envie personnelle. Et puis aussi, il y avait la lassitude de travailler dans des entreprises. Par exemple, si vous prenez le cas de Radio France, qui est une fierté française, et je pense il faut qu'on préserve le service public et la production de contenu du service public, mais ça reste une entreprise, et elle le sait, elle n'en fait pas mystère, c'est une entreprise oppressive. Pour les femmes, ça c'est sûr, mais pas que, de manière générale, c'est un type d'entreprise qui est un peu d'organisation du travail, qui est un peu anachronique. Et c'est vrai que quand on gère pendant 3 ans sa modernisation, etc., même en tant que cadre dirigeant, où je ne pouvais pas dire que je faisais partie des gens oppressés, en fait, on en perçoit une certaine lassitude. J'avais envie de créer un autre cadre dans lequel travailler et pouvoir faire travailler les gens. Il y a au sein des entreprises de presse, je dirais, d'héritage, c'est-à-dire la vieille presse écrite, la radio, la télé, il y a une ambiance et une oppression systémique et une difficulté à innover qui est quand même complexe. Ça n'empêche pas la qualité de ces productions, etc. Mais du coup, à vivre en interne, j'avais passé la quarantaine, je me dis, est-ce que j'ai pas d'autres horizons pour moi, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Et ensuite, je voulais travailler, mais ça a toujours été une passion, même si on peut rien contre le temps et que j'avance en âge, vous l'avez souligné, effectivement, j'ai toujours aimé travailler avec la nouvelle génération, les nouveaux talents, travailler plutôt sur ce qui est émergent, plutôt que de travailler avec ce qui est installé. Et Radio France, par définition, il y a une question et on y reviendra, parce qu'un des clivages qui se fait, c'est pas tellement sur la jeune génération, c'est aussi les jeunes audiences et les jeunes publics qui façonnent la façon de fabriquer les contenus. Radio France, l'âge moyen d'un auditeur, c'est 55 ans, 60 ans. Donc ça structure les talents qui parlent dans le micro et les gens qui dirigent les talents qui parlent dans le micro. De manière générale, on vous confie un micro à Radio France, ou les manettes, si vous êtes technicien, au bout de 15 ans, 20 ans, je dirais, de fabrication et d'usinage. Et donc, vous arrivez en général à la maturité quand vous avez 45 ans. Et ensuite, du coup, vous restez d'ailleurs très tard, parce qu'il y a des gens qui ont dépassé l'âge de la retraite qui sont encore à l'antenne aujourd'hui, malgré leur talent, encore une fois. Et donc, c'est vrai que ça, je voulais faire autrement. Donc, on a créé il y avait aussi une opportunité. Le podcast était un nouveau média. Il se passait je pressentais qu'il allait se passer sur la radio la même chose qui s'était passé sur la vidéo, la presse écrite et tout ça. Donc, il y avait aussi la possibilité de créer des choses. Donc, moi, j'ai fait que créer le cadre avec mes associés, puisqu'il y a Gabriel Boé-Richard pour la partie direction générale financière, et David Carzon, qui est directeur de la rédaction, qui venait aussi comme moi des vieux médias. Et on a créé un cadre en disant, on va produire des contenus audio non linéaires et on va plutôt travailler sur la génération 25-35. Pourquoi ? Parce que les autres médias occupent très bien l'autre case. Et il y avait aussi, c'était pas qu'une idée géniale de dire on va parler aux jeunes parce qu'on est jeunes dans notre tête. Et voilà, c'est aussi quelque part, on a été sur la place qui nous était laissée. Et effectivement, il y a eu beaucoup. Et ensuite, on a ouvert la porte et on a vu qui rentrait. Et une des premières journalistes qui est venue nous voir, c'était Victoire Toyon, qui produit Les Couilles sur la table.
Et ça, ce qui est intéressant, peut-être, vous me coupez parce que je vais être trop long, hein, donc en général. Mais en gros, elle est arrivée avec l'idée qui était de dire, il y a plein de choses féministes, y compris dans les grands médias, mais par contre, il n'y a rien sur les hommes d'un point de vue féministe. Et ça, en fait, c'est la nouvelle génération qui amène ça. C'est-à-dire, c'est pas des nouveaux engagements, parce qu'en fait, ils sont écolos. Les écolos, il y en avait il y a 20 ans. Ils sont effectivement, on va dire, ils ont une vision. Ils sont antiracistes. Ils sont. Moi, j'ai fait mes études il y a 30 ans. On étudiait aussi Bourdieu. Enfin, on était conscientisés de la même manière. C'est juste qu'en fait, ils ont d'autres façons de faire vivre ces clivages. Moi, j'ai grandi dans l'idée de libéralisme contre le marxisme, en gros, et ça structurait une partie des clivages des débats. Bon, eux, ils sont davantage dans des clivages qui sont sur l'égalité des chances, la question de donner la parole aux personnes concernées, la question d'aborder effectivement autrement la question écoféministe. Et par exemple, Les couilles sur la table, c'est une émission qui pourrait être sur France Culture. Elle aurait dû, d'ailleurs. Elle aurait pu. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'y soit pas. Mais sur France Culture, vous avez une émission en général après 10 ou 15 ans d'expérience. Vous n'avez pas une émission à vous à 25 ans, jamais. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'il y a le paradigme aussi du broadcast fédérateur et que nous, on est plutôt dans le paradigme plutôt des aspérités, je dirais des différences, de la radicalité. Bon, et effectivement, Victoire, elle est arrivée avec cette idée. Et c'était une idée que moi, en tant que boomer, je ne pouvais pas avoir. Parce que j'avais le cadre, mais je n'avais pas l'idée. Et moi, je me suis dit au début, les couilles sur la table, ça va plaire à... Ok, c'est bien, ça va être notre caution intello, ça va plaire... aux habitants du 11e qui mangent du quinoa, qui écoutent France Culture, c'est parfait. Et puis, on va faire des trucs grand public à côté. Et en fait, ça est notre plus gros carton d'audience. C'est plus de 20 millions d'écoutes cumulées. On a édité le bouquin, on en a vendu 80 000. On a cédé les droits en Italie. Enfin, c'est un carton. Parce que, justement, c'était un programme qui avait un autre angle sur des sujets qui concernent tout le monde, la domination masculine, effectivement, et c'est malheureusement loin d'être éteint comme sujet, avec d'autres perspectives et une autre façon d'interroger les gens. Et par contre, il y a la même rigueur qu'il y a dans n'importe quelle émission de radio ou de télévision. Victoire, elle a fait l'école de journalisme de Sciences Po. La plupart des gens chez nous, il y a 5 journalistes permanents, ils ont fait les écoles qui font partie du CNJM, ils ont fait EPJT, IJBA, il y a du CFJ, il y a du CELSA, enfin on a tout. Et d'ailleurs, dans la question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme défi pédagogique pour ces écoles ? Je dirais, la question est, finalement, ça ne doit pas si mal marcher que ça, puisqu'on les embauche, ces gens, et que nous, on est une boîte qui a été créée depuis moins de 5 ans dans un écosystème non linéaire, quoi. Voilà, donc juste pour dire, c'est que j'ai créé, la raison pour laquelle on a créé ça, c'était parce qu'il y avait de la place. Deuxièmement, on a accueilli des gens qui arrivaient avec des idées qu'ils ne pouvaient pas faire valoir dans les autres médias. Donc, ils venaient chez nous. Mais ça ne suffit pas pour faire le succès, il faut quand même mettre aussi la couche de compétences, de talent. C'est pas parce que vous avez une bonne idée au bon moment que ça va marcher. Et là, nous, on a fait un assemblage finalement assez classique entre des talents individuels, des journalistes, des auteurs, etc., des autrices, et de l'autre, le boulot qu'on fait de production et de distribution et d'encadrement avec, du coup, un peu plus de seniorité, des moyens, etc. Tout ça dans une économie quand même assez précaire. Mais au final, pour l'instant, ça fait 5-6 ans, on est toujours là, on est une vingtaine, et on continue à pouvoir faire des choses, à notre mesure. Je rappelle, effectivement, c'est 2 millions d'écoutes cumulées par mois, en non linéaire. Donc, ça reste une petite économie, mais on a notre place, on l'occupe, et on essaie de prospérer petit à petit comme ça. On va revenir après parce que votre intervention déclenche pas mal de questions, mais on va donner d'abord un petit peu la parole à tout le monde. Je vais passer, justement, on parlait d'enjeux pédagogiques. Je vais passer donc à Corinne Van Meris, qui dirige adjointement l'ESJ Lille depuis plusieurs années maintenant. Vous voyez arriver des générations donc, qui sont de plus en plus très engagées dans des causes qui leur tiennent à cœur. La rencontre entre ces étudiants et leurs formateurs, qui sont eux-mêmes souvent des journalistes, enfin même quasi tous, des journalistes professionnels plus âgés, qui travaillent eux-mêmes dans des rédactions. Comment c'est... Alors les rencontres à la fois avec leurs formateurs, les rencontres avec les rédactions quand ils vont en stage ou quand ils sont en apprentissage, elles sont parfois difficiles. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous constatez à l'ESJ Lille ?
Alors bonjour et merci effectivement pour l'invitation. Alors je ne les qualifierais pas de difficiles, mais en tout cas ce sont des relations qui questionnent en fait, qui nécessitent qu'à un moment peut-être on dialogue et qu'on soit peut-être à l'écoute en fait des uns et des autres. Je ne sais pas non plus si je parlerais de conflit de génération parce qu'en fait on ne peut pas non plus faire de grandes généralités, c'est-à-dire qu'on a des individualités parmi ces étudiants de cette génération et également parmi les journalistes qui les encadrent dans les écoles ou bien qui les accueillent comme tuteurs ou tutrices en apprentissage. Évidemment, on a des points de vue tout à fait différents. C'est vrai que sur la question de l'engagement, je rejoins les personnes qui ont parlé avant moi, c'est-à-dire que je pense que c'est un métier d'engagement et ça a toujours été un métier d'engagement. Il y a une forme d'implication personnelle quand on pratique ce métier. C'était vrai il y a 30 ans, c'est vrai aujourd'hui. Peut-être que j'ai le sentiment, si on devait pointer une différence, j'ai le sentiment que les jeunes étudiants, donc futurs journalistes, vont peut-être plus avoir tendance à incarner une cause qu'à indiquer que je défends telle cause, par exemple. Pour prendre un exemple, et ça rebondit avec ce qu'a pu dire Aliénor, on va dire aujourd'hui, je suis féministe, je suis journaliste et féministe, et Aliénor l'explique très bien et l'assume très bien, et il n'y a bien sûr pas de souci, plutôt que de dire, je suis journaliste et je vais travailler sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et je vais défendre la promotion des femmes ou les droits des femmes, etc. Il y a une question, et donc ça complique un petit peu le dialogue, puisque les personnes sont impliquées en tant que personnes. On n'est pas uniquement dans le registre professionnel avec ceux qu'on a l'habitude de traiter nous, c'est-à-dire la distance, les fondamentaux du métier, etc. On a une implication. Ça va être la même chose sur des questions, par exemple, je sais pas, je défends la cause animale, ben non, je suis végane. C'est le début du dialogue. Et donc, c'est un peu plus compliqué parfois de travailler sur ces questions-là. Pour en revenir à la question des relations avec les formateurs et avec les tuteurs ou tutrices en entreprise, on a effectivement une génération qui n'est pas la même. Voilà. On a parfois des très jeunes formateurs à l'école. C'est vrai qu'on tient à avoir une espèce enfin pas une espèce, une variété importante dans les personnes qui sont en contact avec les étudiants, parce que aussi bien hommes-femmes que Province-Paris, que évidemment les différents médias, et aussi des générations. Et dans certains domaines, et c'était encore plus vrai il y a 10 ans peut-être, sur toutes les questions technologiques, numériques, etc., nos formateurs globalement avaient une moyenne d'âge qui était finalement pas si éloignée de celle des étudiants les plus âgés. Hein. Donc c'est pas toujours complètement une question d'âge. Néanmoins, sur ces deux aspects, donc cet engagement, ce qui revient parfois vers nous en disant c'est pas de l'engagement. En fait, ces étudiants sont des militants et ça nous questionne, nous, comme journalistes et comme formateurs en journalisme. Et sur le rapport au travail, en fait, ça, c'est la grande question qui a émergé, je dirais, alors peut-être pas aussi récemment, mais en tout cas qui est arrivée jusqu'à nos bureaux depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est la question du rapport au travail et qui est quand même, qui est un peu plus compliqué dans la discussion, puisque on a des journalistes dans les rédactions notamment, et je parle peut-être plus volontiers de l'apprentissage, qui ont pratiqué le métier d'une certaine manière, voilà, que vous connaissez tous ici, avec beaucoup de temps passé dans les rédactions, avec des sacrifices aussi parfois sur la vie personnelle, etc. Et ils sont un peu bousculés par des jeunes journalistes qui à un moment leur disent « Ok, c'est un métier passion, hein, on parle beaucoup du métier passion, et je dois dire que ça reste un métier passion pour les jeunes journalistes qui arrivent dans nos écoles aujourd'hui et qui rejoignent les rédactions. Voilà. Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce qu'on peut discuter déjà sur cette base-là, hein, puisque vous avez, il y a eu une étude qui a été faite dans le cadre des États généraux de la formation des jeunes journalistes, et donc beaucoup d'étudiants qui ont été interrogés, hein, sur un panel de 1600 étudiants, et les 2/3 de ces étudiants donc, qui après ont intégré nos écoles, nos 14 cursus reconnus, les 2/3 expliquent qu'ils ont envie d'être journalistes depuis qu'ils sont enfants ou adolescents. Donc ça reste un métier, les processus de sélection sont assez difficiles, etc. Donc ça reste un métier passion, et là-dessus, on peut discuter. Néanmoins, quand vous êtes dans une rédaction où effectivement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et parfois plus, vous avez une manière de pratiquer ce métier et une manière d'étendre vos horaires de travail, de ne pas récupérer, enfin voilà, tout ce que je ne vais pas développer là tout de suite,
Le fait que, effectivement, vous avez un jeune journaliste qui arrive et qui dit alors comment ça marche, et comment ça marche les congés, et comment ça marche les récup, etc. Et bouscule, voilà, parfois bouscule un petit peu. Donc il y a vraiment deux sujets. La question de cet engagement qui parfois, effectivement, fait que des journalistes un peu plus âgés viennent en disant mais ils sont militants, c'est compliqué. Voilà, donc c'est une discussion. Évidemment, on dialogue beaucoup avec les formateurs et avec les étudiants autour de ça. Et la question du rapport au travail, du rapport à l'entreprise aussi, la question du sens qu'on va mettre dans son métier, des conditions de travail, la question du télétravail, la question de la présence en rédaction, etc. Tout ça est assez récent quand même. Ça vient vraiment bousculer une génération de journalistes un peu ancêtres, si bien que nous, on a décidé, par exemple, à la fois dans le cadre de l'école en formation initiale et quand on fait de la formation pour les tuteurs en entreprise, on a édité un petit guide, un guide d'accueil pour les formateurs, avec plein d'infos diverses que je ne vous développerai pas. Mais à l'intérieur de ce guide, on essaie d'expliquer ce qu'est cette génération, en essayant de ne pas faire de généralité, parce que c'est évidemment bien plus complexe que ça, mais quand même de donner des petits éléments de compréhension sur ce qu'on disait, ce que tu disais en introduction, le rapport à la politique, est différent. Ils sont néanmoins pas moins engagés que dans les décennies précédentes. Mais voilà, pour essayer de donner des clés et de permettre que ce dialogue puisse se faire, je pense qu'il se fait notamment sur la base de ce métier passion que l'on partage, en fait, quelles que soient les générations. Et est-ce qu'il y a déjà assez de recul pour voir justement des jeunes qui seraient arrivés à l'école justement avec ces notions de qualité, de vie au travail et leur arrivée réelle en fait dans les rédactions. Alors après il y a évidemment plein de formes de rédaction différentes. Est-ce que ils sont obligés de manger leur chapeau ou est-ce que au fur et à mesure ils se rendent compte qu'en fait les entreprises finissent par s'adapter et sont compréhensives par rapport à cette ou alors est-ce qu'ils se jettent dans ce métier passion et finalement oublient leur principe de qualité de vie à côté et se mettent à faire exactement comme leurs aînés. Alors, je pense qu'il peut y avoir, on met un peu d'eau. Certains de leurs aînés, parce que on met un non plus. Ouais, non. On met un peu d'eau dans son vin parfois. Moi, je pense que ce sujet est un sujet qui est sur la table des rédactions et des médias. Donc je pense que, et alors qu'il est, il a émergé assez récemment, je pense que nos jeunes journalistes ont été assez convaincants. En tout cas, il est au calendrier des discussions dans la profession. Donc je pense que c'est quelque chose qui avance. Après, effectivement, il peut y avoir aussi à titre individuel, comme jeune journaliste, un moment où on peut avoir effectivement un certain nombre de principes ou d'envies, etc. Et le fait de passer du temps dans une rédaction, on observe les choses, on voit que c'est pas non plus tout noir ou tout blanc, que c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Et puis qu'on se dit aussi, oui, il y a un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Et moi-même, peut-être qu'au début, je vais devoir peut-être un peu faire une croix sur mes week-ends ou sur certaines soirées. Mais en fait, petit à petit, ça va. Et puis les conditions d'exercice du métier, quand on est salarié d'une entreprise de médias, il y a un certain nombre quand même. Il y a une convention collective, il y a des jours de RTT, etc. C'est aussi, il y a des droits. D'ailleurs, les étudiants nous demandent de plus en plus, et ça, effectivement, c'est émergent, enfin voilà, ça a quelques années, mais d'être plus au fait, de mieux connaître les textes, et ce qui encadre, en fait, leur pratique professionnelle. Et ça, c'est très bien. On va passer à Mélanie Ravier. Vous êtes étudiante à l'IPJ, à Dauphine. Avec quelques camarades, vous avez publié il y a quelques mois une tribune dans Libération intitulée « Crise climatique, journalistes, réveillez-vous », dans laquelle vous expliquez votre déception du traitement journalistique des enjeux environnementaux. Donc c'est intéressant et c'est pour ça qu'on vous a convié sur cette table ronde parce que vous, futurs journalistes, vous appelez vos confrères et consoeurs à avoir une approche donc plus engagée sur cette thématique. Est-ce que d'abord, puisque peut-être tout le monde ici n'a pas lu cette tribune, vous pouvez nous résumer en quelques mots le contenu de la tribune que vous avez publiée et les conditions dans lesquelles vous l'avez publiée, et puis nous dire pourquoi vous avez écrit ce texte avec vos quelques autres camarades de l'IPJ.
Merci beaucoup de nous avoir invités et puis de nous permettre du coup de faire vivre cette tribune après sa publication. Donc c'est une tribune que vous pouvez retrouver sur le site web de l'IB. En fait, on a travaillé avec 24 membres de ma promotion, de la 45e de l'IPJ, avec Libération lors d'un week-end au Centre Pompidou pour couvrir un événement qui s'appelait Climat, quelle culture pour quel futur. Et nous, avec 4 autres camarades, on avait une page blanche où on nous a dit mais allez-y, est-ce que vous écrivez ce que vous voulez? Et pour nous, ça s'est tombé sous le sens de faire cette revendication, d'interpeller nos aînés pour leur dire bah, là, nous, on est futurs journalistes et ça nous inquiète un peu la manière dont vous traitez les questions climatiques parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et c'est un sujet qui fait l'unanimité dans notre promotion sans qu'on soit tous militants. On est tous engagés pour le climat et c'est important pour nous de traiter ce sujet de la meilleure manière possible. Et donc, on a commencé à faire des revendications, à demander à être formés sur ce sujet parce que j'adore ma formation, mais il nous manque, je trouve, une formation aux questions environnementales parce qu'elles sont partout aujourd'hui. Et on s'est aussi placé en tant que personne qui juste regardent la télévision, écoutent la radio, lisent la presse et ne trouvent pas la réponse à leurs engagements, ne trouvent pas des articles à propos de l'écologie. C'est-à-dire que, selon nous, on ne peut pas, pendant tout un été, traiter des feux de forêt gravissimes dans les Landes et ensuite passer à autre chose. C'est pas possible. On a eu l'impression que les journalistes ne sont pas assez formés, que les journalistes ne traitent pas assez cette question. Et c'est pour ça qu'on a demandé à écrire ça. Voilà. Vous, quand on a discuté, vous m'avez dit que pour certains d'entre vous, ceux qui commencent à arriver en stage ou en apprentissage, donc confrontés à comment ça se passe dans les rédactions, il y a aussi une forte dichotomie entre la manière dont vous aimeriez traiter les sujets qui attenant à cette question et ce qu'on peut vous demander de faire en fait. Est-ce que vous avez des exemples, vous ou d'autres camarades qui auraient eu un peu ce choc en arrivant en rédaction sur l'attitude des autres, ou en tout cas, ou peut-être même la ligne éditoriale du média dans lequel ils sont, sur la question climatique? Alors, bon, moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement, parce que je n'ai pas encore travaillé dans une rédaction classique, ça arrive très bientôt. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu des jeunes qui arrivent avec plein d'espoir dans les rédactions, et on leur dit « Ah oui, mais non, là, on ne peut pas traiter ça, il y a une actu plus chaude à traiter. Oui, mais là, on n'est pas assez formé. » Ou alors, on doit traiter en substance, c'est-à-dire on ne peut pas aller au fond des choses. Et en fait, c'est plus possible parce qu'on a, en tant que média, on a une importance vraiment dans notre rôle, c'est de renseigner. Et là, c'est quelque chose qui est important et on doit renseigner correctement les gens. Et je pense qu'il y a aussi cette tendance qui est certes, qui n'est pas propre au journalisme, qui se trouve partout, qui est « Ah oui, c'est bien, les jeunes, vous êtes engagés, vous êtes l'espoir, vous êtes l'avenir ». Le problème, c'est que c'est pas qu'une question de jeunes, le réchauffement climatique, ça concerne tout le monde. Et c'est ça dont on a peur. On a peur de devoir porter tout seul le poids de ce réchauffement climatique, de devoir porter tout seul le changement et ces sujets-là. Et en fait, on ne peut pas faire ça parce que déjà, quand on arrive, qu'on est jeune, on a besoin de l'expérience de nos aînés pour savoir comment traiter correctement ces sujets. Et donc, l'idée, c'est mobilisez-vous avec nous. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Merci beaucoup. On va y revenir aussi dans les questions, mais je vais passer quand même la parole à notre dernière intervenante, Ségolène Dupont. Donc vous êtes déléguée générale de la CPNEF audiovisuel. Et ce qui vous amène aujourd'hui dans cette table ronde, c'est un petit pas de côté, c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué dans cette question générationnelle, mais qu'on a évoqué tout à l'heure, ce matin, notamment avec les chiffres qu'on a rappelés dans l'étude de la Croix et d'autres sur la consommation de l'information par les jeunes et leur compréhension du journalisme. C'est-à-dire il y a effectivement cette différence générationnelle
entre les jeunes journalistes et les plus anciens, mais il y a aussi des grands changements dans la manière dont les plus jeunes appréhendent l'information, comprennent l'information, la notion des sources. Enfin, je rappelle, c'est peut-être pas la peine, vous étiez là peut-être tous ce matin, mais c'est vrai ce chiffre impressionnant de 51% des moins de 35 ans qui estiment que c'est très bien qu'il y ait beaucoup plus d'avis d'informations qui soient données par des gens qui soient non journalistes ou non rattachés à des médias. Donc aujourd'hui, mais vous allez nous l'expliquer, les CPNEF réfléchissent à des formations certifiantes en matière d'éducation aux médias auprès des différents publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche et pourquoi elle vous semble aujourd'hui plus importante qu'il y a quelques années ? Beaucoup de m'avoir invité à cette table. Juste pour vous resituer un peu ce qu'est une CPNEF, c'est une commission paritaire nationale qui traite des questions d'emploi et formation, et notre périmètre, c'est l'audiovisuel. En fait, il peut y avoir des CPNEF dans chaque secteur d'activité. Donc, c'est les partenaires sociaux qui décident à un moment donné de se réunir en CPNEF. Et voilà. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, il y a notamment la CPNEF de l'audiovisuel. On est 2 salariés permanentes pour travailler sur ces questions et aider donc les organisations patronales et les organisations de salariés de l'audiovisuel à traiter ces questions d'emploi et formation. Il y en a une sur la presse, la CPNEF de la presse. Et il existe également la CPNEF des journalistes, qui est une mission un petit peu autre, plus centrée sur la formation initiale, que vous connaissez parce que c'est elle qui instruit les cursus reconnus par la profession. Donc voilà pour ce qui est d'une CPNEF. Et on a cette capacité, on a pour mission d'observer un peu l'emploi sur nos périmètres respectifs. Ce qui concerne l'audiovisuel, c'est la production audiovisuelle et cinéma, la radiodiffusion et la télédiffusion. Et donc, le métier de journaliste est bien présent dans ces 3 champs d'activité. Donc, on a une mission d'observation, on a une mission d'information sur les métiers et leurs évolutions, et on a un 3e levier d'action qui est assez important et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la création de certifications. Dès lors qu'on considère, donc avec les professionnels, les entreprises, les organisations, qu'il y a un trou dans la raquette ou qu'il y a une nécessité de certification, on peut intervenir et créer une certification. Et donc là, désolée pour cette introduction, pour un peu dire d'où je parle. Sur cette table ronde, il y avait vraiment cette envie de parler de fracture entre l'information et l'influence. Bon, on a vu que la fracture n'était peut-être pas aussi tranchée. Et le pas de côté, c'était de se dire, mais voilà, quel est le public à qui on s'adresse ? Et ce matin est évoqué, mais pour essayer de leur faire mieux appréhender l'information, qu'est-ce que le métier de journaliste, qu'est-ce que le travail journalistique, faut peut-être aller les chercher là où ils sont, là où ils ont leurs habitudes. Donc c'est ce qui a été évoqué ce matin. Donc nous, notre idée avec la création d'une certification, on n'est pas les premiers sur cette question. L'éducation aux médias, à l'information, il y en a beaucoup qui la pratiquent depuis très longtemps, mais c'était de créer un cadre commun, unique et un peu de référence, donc où on peut certifier les personnes pour un peu donner un peu comme une garantie, mais ça ne va pas forcément l'unique et comment dire. Nous, on a cette ambition que ce soit l'unique et la seule, mais il en existe d'autres. On peut se poser en complémentarité avec ce qui existe par ailleurs, pour que des potentiels commanditaires d'ateliers au sein d'établissements scolaires, au sein d'associations, ou même, il y a des travaux aussi qui sont portés par les médias eux-mêmes, puissent être rassurés, convaincus que le journaliste qui est titulaire de cette certification a toutes les compétences. On ne va pas remettre en jeu ses compétences journalistiques parce qu'on considère qu'il les a déjà, mais plutôt ses compétences de construire une intervention, de construire un atelier, de pouvoir interagir avec ces jeunes qui vont parler de complotisme, qui vont parler de plein de mots qu'ils maîtrisent ou qu'ils maîtrisent moins, des réseaux sociaux, de où est-ce qu'on peut trouver l'information, de vraiment les amener à s'interroger et à développer leur esprit critique et à remettre aussi un peu au cœur, ça c'est quand même l'ambition, c'est quoi être journaliste aujourd'hui, c'est quoi de l'information, c'est une information vérifiée, ça peut avoir un angle, il peut y avoir une subjectivité, mais c'est vraiment les amener vers ça. Et donc l'enjeu de cette certification, c'est de proposer à tous les journalistes qui le souhaitent cette certification qui leur permet de ne plus être ni dans leur métier qui est le journalisme, ni être dans l'influence, mais d'être vraiment dans la passerelle, dans faire venir ce public
qui est peut-être un peu réfractaire, comme on l'a beaucoup évoqué aux médias traditionnels, vers un questionnement, une réflexion sur l'information et les médias. Et donc c'est une réflexion qui a bien abouti, parce que là nous en sommes à 2 promos de sortie. On a 8 organismes de formation qui sont habilités, notamment le SJ Lille. Et voilà. Les publics de ces formations, c'est donc plutôt des journalistes professionnels? Oui, complètement. Qui ont... De toute génération. De toute génération, et vraiment de toute génération. J'ai été membre d'un jury il y a un mois, et voilà, c'était de 24 ans à 60 ans, les personnes qui souhaitaient obtenir cette certification et qui avaient une expérience différente d'éducation aux médias, qu'elle soit très longue ou plutôt récente, ou sur un média unique. Merci beaucoup. Pas mal de temps. Je vais relancer quelques questions et puis évidemment j'ouvrirai les questions au public. Pour continuer un petit peu dans cette veine vraiment de la formation, j'aimerais bien, Aliénor, que tu nous redises un petit peu, puisque donc tu es formatrice, mais tu ne nous as pas expliqué ce que tu as enseigné à l'ESJ, qui s'inscrit justement dans une nouvelle manière, en tout cas, tu vas nous dire, de faire du journalisme et qui vient un petit peu justement de cet engagement, en tout cas d'une prise de conscience de certains sujets sociétaux, et on l'a compris en ce qui te concerne, féministes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta formation, enfin de la formation que tu donnes, et pourquoi elle a semblé, d'ailleurs, on pourrait demander aussi à Corinne, mais pourquoi elle a semblé importante à l'ESJ de la donner? Alors moi, je donne un cours, c'est un module sur l'année sur l'emprise. Donc le thème est large. Et d'ailleurs, il n'est pas parti de moi, il est parti de Laurie Monnier, il me semble, qui a longtemps été formatrice à l'ESJ. En fait, c'est un module documentaire. Donc pendant toute l'année, un groupe de 7-8 étudiants doivent créer un film documentaire d'environ 15 minutes. Après, le format change un peu chaque année, j'essaie de le faire varier. Et les années précédentes, on faisait des projets personnels plus sur... on a parlé de prostitution, avant on a parlé des femmes migrantes, avant d'excision. Donc chaque année, le format a changé un peu au fur et à mesure. Et en fait, ça part... Donc là, cette année, c'est l'emprise, l'année dernière aussi. Et en fait, à chaque fois, c'est des directions différentes, en fait, c'est-à-dire que les angles viennent des étudiants, c'est eux qui les poussent à partir de cette thématique-là. Cette année, ce qui les intéresse, c'est la parentalité après l'inceste. Donc ils vont quand même sur des thématiques très dures, mais en même temps l'emprise, c'est ce que c'est. L'intérêt en fait journalistique de ce sujet, c'est qu'au moins ils s'en emparent. Ils apprennent aussi à parler avec des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et là où moi je peux les aider, c'est à apprendre comment on évite de trop retraumatiser une personne qui a vécu ces violences. Donc dans quelles conditions on interviewe, avec quelle empathie on va d'abord proposer à la personne de témoigner, les limites qu'on se met soi-même en tant que journaliste. Donc vraiment une éthique et une déontologie très sensible, donc très à l'écoute de la personne qu'on a en face, pour limiter aussi les dégâts que certains journalistes peuvent malheureusement causer par manque de temps souvent, on va dire, plutôt que penser qu'il manque d'empathie. L'avantage, c'est que là, du coup, ils ont 1 an pour faire ce projet, que souvent, il en ressort des projets très beaux, très sensibles. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a été diffusé sur Arte. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils réfléchissent à leur traitement journalistique et à leur façon d'interviewer ou de mener des entretiens. Donc comment on va d'abord plusieurs fois sur place avant d'interviewer, comment on fait en sorte d'acquérir la confiance de la personne en lui parlant de longues heures, de plein de sujets différents pour pouvoir mieux la connaître aussi. Et, comment parfois on ne va pas sur certains terrains, même si on se doute que il y aurait un intérêt potentiellement journalistique, mais parfois il est souvent un peu scabreux. Donc du coup, comment on fixe les limites et comment on fait en sorte de ne pas trahir les personnes qu'on a en face de soi. Donc tout ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, en plus du fait que ce soit un format documentaire qui est globalement peu présent en école de journalisme, ce que je peux comprendre par ailleurs. Mais donc du coup, je pense que ça fait une formule assez intéressante pour les jeunes journalistes. Corinne, ce rapport des journalistes aux victimes, justement, au discours des victimes, à l'écoute des victimes, c'est effectivement quelque chose qui émerge, ça fait quand même plusieurs années, mais qui avait peut-être été un peu négligé. Pourquoi vous avez senti cet intérêt
à le creuser. Alors, deux choses. Effectivement, le projet qu'encadre Aliénor, c'est parmi une petite dizaine de projets, puisque l'idée, c'est des petits groupes. Et l'idée, au tout départ, c'était en fait de permettre aux étudiants qui font des sessions qui sont hyper rythmées, 3 jours, une semaine, etc., d'avoir un projet long à travailler sur l'année. Donc, au départ, l'objectif pédagogique, il est celui-là. Et il se trouve, et c'est d'ailleurs intéressant dans le débat que l'on a aujourd'hui, c'est que dans ce cadre-là, les projets qui ont émergé et les thématiques qui ont émergé sont des thématiques qui sont relatives aux engagements et aux centres d'intérêt de nos étudiants, puisque là, il y a une certaine forme de liberté, en fait. Et puis après, évidemment, on choisit les formateurs qui adéquats, qui vont avec ces thématiques-là. Par exemple, il y a un autre projet dans ce cadre-là qui s'appelle le traitement de l'intime. Et là, c'est une journaliste qui encadre aussi un petit groupe d'étudiants sur du podcast. Et là, on part du principe que les journalistes sont aussi des personnes qui vivent des choses, parfois difficiles, et à quel moment on utilise, ou au contraire, on ne veut pas l'utiliser, mais à quel moment ce que l'on vit à titre personnel comme journaliste devient une source d'information, en fait, et comment on la traite sous forme, en l'occurrence, là, c'est du podcast, mais voilà. Donc, ce sont ces projets-là. Et pour répondre plus précisément à ta question, la question du traitement, de l'écoute, du témoignage sensible sur ces questions-là, elle est aussi traitée donc, quand les étudiants sont en deuxième année et quand ils se spécialisent dans les questions d'enquête et d'investigation, ils ont un petit module sur comment on recueille cette parole avec voilà, exactement ce que vient de dire Aliénor, c'est-à-dire voilà, l'empathie, ne pas faire répéter, enfin tout, voilà, comment, parce que ça c'est effectivement ça quelque chose qui est assez récent dans le besoin d'apprentissage pour les étudiants, enfin, et puis pour les journalistes. Comment on fait avec ces témoignages-là? C'est pas la même chose que d'interviewer un homme politique, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment deux éléments. Et effectivement, c'est ces projets qui ont été mis en place et des personnes comme Aliénor qui avancent dans cette réflexion-là, etc., qui sont aussi, pour nous, très riches, quoi, parce que ça nous permet de faire évoluer nos pédagogies avec voilà, des gens qui ont peut-être d'autres engagements, d'autres visions que nous au départ, et c'est vraiment riche. Je rebondis avec Joël sur une discussion qu'on a eue quand on s'est parlé au téléphone, justement, sur donc cet engagement à la fois de la défense de causes, ou en tout cas des causes qui sont très incarnées. Et c'est vrai que dans certains podcasts de Binge Audio, on a évoqué Victoire Tuaillon, mais il y en a d'autres qui du coup incarnent le sujet dont elle parle et l'acceptent, enfin ils l'assument d'ailleurs parfaitement, on deviennent même parfois des figures fortes et importantes qui parlent de ces sujets-là, jusqu'à justement ce que ça les touche beaucoup. Cette question de l'engagement ou des causes, ou en tout cas des sujets, Aliénor qui dit c'est parce que ça m'intéressait, parce que je me suis formée, parce que je me suis renseignée, que je suis encore meilleure journaliste sur ces sujets-là, mais que je suis aussi très visible et parfois sur certains sujets très attaqués. Est-ce que justement ces sujets-là qui sont évoqués dans les podcasts, etc., peuvent amener les journalistes qui les portent à certaines difficultés ou effectivement de devoir être des égéries de défense de certains sujets? Alors oui, je préciserai, mais c'est toujours difficile de choisir de quel côté du champ sémantique on a envie d'être posé, mais c'est un débat sans fin. Mais en fait, je ne dirais pas qu'on défend des causes, on reste quand même un média. On traite de sujets, il y a de l'engagement, mais on produit des récits et des contenus d'actualité avec de l'entretien, avec des formes narratives. On propose des expériences, on fait aussi des contenus de divertissement, parce qu'en fait, le documentaire, et si vous prenez le cas du fait divers, ça peut être traité dans un angle militant ou politique, et c'est avant tout souvent à des fins de divertissement. Donc il faut aussi, et ça peut être un travail journalistique. Donc il faut tout ça, c'est toujours compliqué de choisir quel côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a au sein de notre offre éditoriale des podcasts qui donc non pas défendent des causes, voilà, mais traitent de sujets et formalise des choses, propose des prises de conscience,
déconstruisent en fait. Voilà, on est plutôt dans cette logique-là. Ensuite, c'est à chacun d'en faire quelque chose dans sa vie ou pas. Et c'est d'ailleurs une des difficultés, parce que ça a été évoqué, et je suis sensible à ce qui a été dit par Mélanie Ravier, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que média, on a une responsabilité sur ces questions-là. D'ailleurs, nous, on a, à la demande des salariés, parce qu'on a, comme toutes les entreprises, un CSE, etc., on discutait de ces sujets, on a eu des demandes pour former les journalistes, donc avec une formation agréée, sur la question environnementale, le traitement de questions environnementales. On pense qu'on le fait un peu partout, on ne le fait pas forcément. À la fois, il y a une difficulté d'éditeur, et ça, je n'ai pas la solution, malheureusement, c'est que dès que vous traitez des questions environnementales, des questions liées au changement climatique, c'est des offres éditoriales qui font peu d'audience. Et ça, je pense que ça se vérifie partout, en radio, en télé, en presse écrite. Paradoxalement, vous faites des enquêtes d'opinion, tout le monde vous dit c'est mon sujet principal de préoccupation. Quand vous faites un podcast dédié à ça, il fait 4 fois moins d'audience que quand vous en faites un sur la question de la domination masculine. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie des sujets, mais en tout cas, nous, en tant qu'éditeurs, on peut constater qu'il y a moins d'attrait pour ces questions-là. Alors, peut-être on n'a toujours pas trouvé les bons angles, peut-être on n'a toujours pas trouvé les bonnes incarnations. Il y a quand même néanmoins, et beaucoup chez les indépendants, des figures qui émergent. Vous avez Salomé Saké, Swan Périssé, etc., qui traitent de ces sujets-là dans une logique effectivement indépendante, c'est intéressant. Mais dans les médias comme nous, où pourtant on a des incarnations, on n'a pas forcément trouvé la clé. Sur cette question, donc, du coup, on a effectivement, par exemple, prenez le cas des couilles sur la table, domination masculine. La question des VSS, elle est quand même très présente, violences sexuelles et sexistes. Ça fait l'objet d'une bonne partie d'émissions. Mais au-delà, la question des relations amoureuses, la question du patrimoine dans les couples, la question effectivement l'emprise, enfin, il y a tout un tas de sujets. C'est une émission qui génère beaucoup de courriers. C'est en gros plusieurs dizaines de lettres par semaine, de courriels. C'est beaucoup de réactions qui sont adressées directement à la rédaction ou à Victoire, où elle s'astreint de traiter le sujet, d'apporter une réponse, de donner suite d'une manière ou d'une autre, même si c'est jamais une réponse personnalisée. Beaucoup de demandes de conseils, beaucoup de femmes qui écrivent et qui font part d'une expérience personnelle et des fois douloureuse, c'est difficile. Quelqu'un qui va raconter, à l'écoute de vos émissions, j'ai pris conscience que j'étais dans une situation délétère, j'ai quitté mon mari, j'ai pris mes enfants sous le bras, on a bougé, etc. Merci, c'est grâce à vous. Et puis, il y a un récit de 14 feuillets de 20 ans de violence. Ça, c'est vrai que c'est difficile pour un journaliste, d'une part, effectivement, de voir l'impact que ces contenus peuvent avoir, mais ce n'est pas réservé qu'aux journalistes de cette génération. Ménie Grégoire sur RTL, ou Europe 1, je crois, je ne me rappelle plus, je n'écoutais pas encore la radio, elle recevait des tonnes de courriers. Ces archives ont été confiées aux archives départementales là, je ne sais plus si c'est de la Loire ou à Orléans, là, enfin bref, c'est une somme qui est colossale. Et c'est effectivement, elle avait, je pense, le même problème, c'est qu'elle devait lire des témoignages de femmes qui devaient la toucher. Sur la question, prenons le cas maintenant concrètement, nous, on a d'abord, qu'est-ce qu'on fait de ces témoignages ? Parce qu'en fait, on n'est pas une autorité de justice, ni une autorité morale, ni des coachs ou des psys. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner des infos ? Deuxièmement, pour répondre, là, souvent, on n'a pas de réponse. Merci de votre témoignage. On en a utilisé une partie aussi pour faire des programmes. Le cœur sur la table, qui est le documentaire de Victoire Toyon sur les relations, a utilisé beaucoup de témoignages, des contributions qu'on a classées, ordonnées, indexées. Donc, on a une journaliste qui a fait pendant 3 semaines tout le classement à l'indexation de tous les retours qu'on avait. Effectivement, il y a un sujet qui est que ça finit par créer des risques psychosociaux pour les auteurs et les autrices qui travaillent sur ces sujets. Travailler sur les crimes, je pense que ça finit par fatiguer. Travailler sur lire des histoires de VSS ou être sans arrêt. Victoire, chaque fois qu'elle se déplace, elle va faire une signature de livre. Les gens spontanément témoignent de ça. Donc, quand vous avez ça 100 fois ou 200 fois dans la semaine, effectivement, ça crée une difficulté importante qu'il faut savoir prévenir. Alors, entre guillemets, à Binge Audio, on n'a pas... c'est des journalistes permanents qui traitent ces sujets-là la majeure partie du temps.
Donc ils bénéficient du statut de salarié, ils peuvent être en congé maladie, etc. Il y a un statut qui est plus protecteur, mais ça ne vous protège pas contre un burn-out. Et là, moi, je l'ai vu sur ces sujets, et vous rajoutez ça en période de confinement, on a eu au sein de l'entreprise des cas supérieurs à la moyenne de burn-out parce que une partie de la réponse, c'est qu'une partie, parce qu'il y a notre responsabilité employeur sur l'organisation du travail, etc. Mais c'est aussi le traitement de ces sujets. Donc il faut le prévenir, il faut en discuter, il faut effectivement de temps en temps éloigner les gens, il faut faire attention, il faut partager, il ne faut pas qu'une personne soit le réceptacle, il ne faut pas aussi donner un rôle à la personne qui est de réparer la misère du monde, donc il faut savoir où est sa place, ça demande de la prévention. Et effectivement, je pense que ça doit se faire en formation. Il faut et effectivement que les gens soient au sein d'une rédaction comme chez nous ou en indépendant. On voit beaucoup de burn-out de journalistes et de gens qui incarnent, parce qu'être en première ligne, c'est difficile. Alors, mais encore une fois, je veux dire, Anne-Sophie Lapix, elle incarne aussi. Donc elle est en première ligne, voilà, elle a une notoriété. Mais sur ces questions-là, c'est effectivement, il y a un facteur aggravant. Et donc, juste pour signaler, parce qu'on évoquait la question de la formation, moi, donc, j'ai dit que les gens qu'on employait, ils avaient une bonne formation sur leur cœur de métier. Je ne connais pas le détail de ce qui est fait ici ou là. Il y a un sujet qui est souvent un manque, moi, que j'ai constaté, c'est que l'économie numérique, en particulier l'économie à la demande, c'est beaucoup de complexité contractuelle et juridique. Et ça, personne, mais aucun auteur, autrice ne connaît ses droits, rien du tout. Alors d'abord, ils sont mauvais en négociation tout le temps, et souvent à la pige, en fait, souvent il faut vendre un sujet, vendre des jours de travail, etc. Il y a un nombre de journalistes qui travaillent pour des gens sans contrat et sans avoir même un montant de salaire qui leur a été proposé. Je dis, mais combien tu gagnes pour faire ce truc chez machin? Ah bah je sais pas, ils m'ont pas dit. Je dis, mais en fait, ça c'est interdit, ça devrait être quand même dans les premiers jours de l'école, on devrait apprendre que c'est pas possible. Et deuxièmement, ensuite il y a des minima conventionnels, enfin vous avez tout ça. Et après il y a la question de différentes structures contractuelles, parce qu'en fait, il y a le contrat de travail et la rémunération. Mais ensuite, il y a la rémunération pour exploitation secondaire, la rémunération des droits de diffusion, de la rémunération proportionnelle, donc les droits de diffusion qui peuvent être gérés par la SCAM, par exemple. Les droits d'adaptation. Aujourd'hui, tous les journalistes qui ont du succès ont un agent. Parce que le travail journalistique peut faire l'objet d'un livre, il peut faire l'objet d'une adaptation en série. Tout ça, ça suppose d'avoir cédé des droits ou pas les céder, garder ses droits audiovisuels. Prenez Judith Duportail qui travaille avec nous, c'est une journaliste, elle a fait des bouquins, qui sont adaptés en fait en audiovisuel. Victoire Toyon, elle fait des livres, mais même, enfin tout le monde. Et ça, c'est vrai qu'on a. Moi, je suis frappé d'avoir expliqué les gens les concepts de base, la SCAM, comment ça marche, etc. Et ça, c'est vraiment très lié justement à ce métier-là dans notre écosystème aujourd'hui, où souvent on va s'attacher quelqu'un pour une adaptation, aussi parce que il y a le sujet, l'enquête qu'il a fait, et il y a aussi l'incarnation qu'il peut représenter et l'intérêt commercial que ça peut avoir, parce qu'en fait on est quand même dans le champ d'un marché, quoi. Ça nous ramène un peu au débat qui a eu lieu ce matin, mais qui est fait, enfin tout à l'heure, qui effectivement était lié à cette question de l'incarnation, et dont on voit effectivement les conséquences que ça a, non seulement sur le fait d'apparaître beaucoup parfois sur des vidéos, etc., d'être quelqu'un qui devient influent, justement, mais que ça a en fait des conséquences aussi purement contractuelles, financières, sur la manière dont on gère son métier. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, Corinne, sur ces causes, non pas qu'ils défendent, mais que justement certains jeunes en tout cas incarnent, et les dangers que ça peut représenter pour eux justement dans leur métier, de l'incarner autant. Est-ce que ça c'est des discussions que vous avez avec eux? Puis après je reposais la même question à Mélanie. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle ressent, de par exemple avoir envie de temps dire il faut renseigner, il faut informer différemment sur le changement climatique, et donc avoir une posture qui incarne une cause? Est-ce qu'on est conscient de ce que ça peut engendrer à titre personnel? Alors oui, c'est des discussions, et même c'est intégré dans certains modules de formation. Par exemple, on
On a expliqué tout ce qui concernait le cyberharcèlement, par exemple. Ils ont aussi des sessions de formation pour s'en prémunir autant que faire se peut sur effectivement ces questions de burn-out, avec certaines rédactions qui, à un moment, ont dit mais stop, là, on peut plus les commentaires, avec des médias qui ferment les commentaires parfois sur certains sujets, parce que c'était vraiment plus supportable. Sont des risques du métier qui sont... Voilà, tout ce qu'on fait en termes d'une précédente conférence, oui, dont vous pouvez retrouver sur le cyberharcèlement, qui touche en plus beaucoup plus les femmes journalistes que les hommes journalistes. Donc voilà, c'est des éléments, oui, en tout cas des... Et les journalistes racisés aussi, on peut en témoigner. Voilà, ça c'est des sujets de discussion et bon voilà qu'on propose dans les cursus, mais qui sont aussi une demande de la part des étudiants d'outils, en fait, de moyens de se protéger, de se prémunir. Mélanie, c'est quelque chose dont vous avez conscience ? Oui, c'est quelque chose dont on a conscience. C'est intéressant parce que c'est justement hier, toute la matinée, on a eu la conférence sur le cyberharcèlement donnée par France Télévisions, et le nom de l'intervenant m'échappe, je suis vraiment désolée. Et à la fois, en fait, c'est particulier parce que c'est quelque chose dont on a conscience, mais à la fois, j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas face au fait accompli, on n'arrive pas à s'en rendre compte. C'est-à-dire que on n'a pas... j'ai une amie qui fait ses petites vidéos sur TikTok dans ma promotion, qui s'est lancée sans se rendre compte du potentiel cyberharcèlement qu'elle pouvait subir. Elle a fait une vidéo TikTok sur un sujet mais qui n'est même pas... qui en soi... qui ne divise presque pas, qui est un sujet d'information vraiment... brute, et elle a réussi à se faire insulter, et tant qu'elle n'était pas face à ça, elle se rendait pas compte de ça. Et d'un côté, c'est important quand même qu'on continue vers, c'est mon opinion, vers cette incarnation, parce que je vais encore une fois parler d'un sujet intime. Moi, j'ai discuté avec ma petite sœur qui a tout juste 20 ans, qui fait des études et qui s'informe comme les jeunes, et je lui dis mais comment tu t'informes ? Moi, je m'informe avec Hugo Clément. Et je lui dis oui, d'accord, mais est-ce que tu vois d'autres médias et tout ? Non, moi je m'informe avec Hugo Clément, je m'informe avec... Et en fait, elle me citait des journalistes, et elle me citait des influenceurs, elle me citait des personnalités, mais elle ne me citait pas de médias traditionnels. Et du coup, c'est intéressant de savoir mais comment on fait la balance entre on incarne et on continue à faire du journalisme sans partir dans l'influence, dans la communication. Et ça, on en parle dans les écoles, si. C'est un débat qu'on a. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Schneck, je suis journaliste. Je précise que ça fait 22 ans maintenant que je suis les questions énergie-climat. Et je vais m'adresser à Mélanie Ravier, dont j'ai la tribune sous les yeux. Alors d'abord, je voudrais vous dire, je vous sens un peu sévère à l'égard de la presse écrite sur le non-traitement ou le manque de traitement des sujets climatiques. Il me semble que ça s'adresserait peut-être plutôt à la radio et à la télé. Et je pense à cette interview d'Elisabeth Borne il y a quelques semaines de cela sur France Inter, où pendant 1 heure, le mot climat n'a pas été prononcé. Donc dans votre tribune, vous dites « Nous voulons pouvoir informer clairement et efficacement sur le sujet du climat ». Très bien. Tout à l'heure, vous disiez « Sans être militant, on est engagé pour le climat ». J'aimerais savoir ce que vous entendez par ce terme d'engagé. Merci. Alors, c'est tout le débat, où est la frontière entre engagé et militant. Je pense que quand je parle d'engagement, je parle plus de la conscience écologique, et qu'on a tous conscience de ce réchauffement climatique. Et je pense qu'on ne peut pas... notre but, ça ne va pas être de convaincre les gens du réchauffement climatique, parce que ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste, mais... quand je dis informer efficacement, c'est peut-être donner plus de place à ces questions-là. Et j'entends ce que disait Joël sur malheureusement les audiences qui ne sont peut-être pas... on n'a pas encore réussi à trouver l'angle qui fait qu'aujourd'hui les audiences, ça marche. Quand je parle d'engagement, c'est ça, je parle de la conscience qu'on a de ces sujets-là. Et aujourd'hui, par exemple, inviter quelqu'un sur un plateau qui serait climato-sceptique, c'est pas du journalisme, c'est de la fake news, parce qu'aujourd'hui on peut pas remettre en question le réchauffement climatique, et donc tout ce temps qu'on prend
à laisser la parole à ces sujets-là. On ne le prend pas à parler de nouvelles technologies qui peuvent être utiles, à parler des scénarios de l'ADEME. Voilà, donc c'est ça pour moi. Voilà, c'est avoir conscience du réchauffement climatique et ne pas informer à l'encontre de ça. Oui, il est allumé. J'avais une question un peu générale, je pense qu'il peut à peu près s'adresser à tout le monde, mais peut-être plus à toi, Aliénor. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un paradoxe dans les écoles et les rédactions de vouloir avoir de la diversité. Donc par diversité aussi, on veut qu'il y ait voilà, des sujets différents, qu'on aborde d'autres choses pour que les gens se sentent représentés. Et qu'en fait, des fois, quand on arrive en rédaction avec du coup nos idées qui proviennent de nos histoires, et enfin voilà, aussi de ce qu'on connaît, on va penser que c'est militant. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre en fait qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous quand on vient de la diversité, entre guillemets. Et Aliénor, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, par exemple, de proposer ton sujet, parce que tu es féministe, journaliste, et puis que on va dire non, on va pas le traiter parce que c'est militant, alors qu'en soi, on est aussi recruté pour ça et pour nos individualités, je pense. Voilà. Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Après, je pense qu'il faut... Enfin, c'est facile pour moi parce que du coup, j'étais journaliste directement chez Arte en sortie d'école, parce que c'est là où j'avais fait mon apprentissage. En fait, j'ai participé à la création d'une émission sur ce sujet, ce qui m'a permis de contourner le problème, parce que je sentais bien que les questions féministes n'étaient pas une priorité dans un journal télé, en tout cas à l'époque, ou en tout cas très occasionnellement, ou alors le 8 mars. Donc il y avait ces biais-là. Donc en fait, en essayant de créer un média à part au sein de mon média, ça m'a permis de faire valoir certaines thématiques qui me tenaient à cœur. Donc j'ai triché. Je ne sais pas si ça répond à ton interrogation, mais je pense qu'il y a moyen de contourner souvent. Et ensuite, les questions féministes, en l'occurrence, sont de plus en plus sur le devant de la table. Je pense qu'à peu près tous les jours, on pourra avoir une actu féministe. Donc il y aurait moyen d'alimenter soit une chaîne Twitch, soit une chaîne, peu importe, une émission sur le sujet quotidienne, à mon avis. On n'y est pas encore. Visiblement, ce n'est pas encore dans la tête de ceux qui programment les émissions télé, radio aujourd'hui, peut-être plus du côté podcast, justement, c'est là où il y a la place, et bizarrement, c'est là où les choses se sont faites quand on a eu un peu plus de liberté. Donc, on avance au fur et à mesure. Je pense qu'on a déjà vachement avancé par rapport aux 10 dernières années. Il faudrait qu'on avance encore plus pour que nos compétences, et qu'en fait, tout le monde intègre le fait que c'est une valeur ajoutée d'avoir une expertise qu'on peut appeler militantisme sur un sujet. Et on y arrive progressivement, mais en fait, il faut avoir posé patte blanche avant, en expliquant bien que ce sujet-là vous intéresse, en donnant des chiffres tout à fait objectifs qui ne viennent pas de vous, mais bien d'organismes qui n'ont pas d'intérêt sur ces questions. Peut-être compléter là-dessus, pardon. Je suis très touchée par votre question parce que on a beaucoup effectivement de jeunes étudiants qui reviennent vers nous en disant en fait on attend vraiment beaucoup de choses de nous, c'est-à-dire globalement la profession, avec parfois des paradoxes tels que celui que vous soulignez, c'est-à-dire apportez-nous des choses différentes, ou alors on va avoir des reproches, vos étudiants font la même chose que tout, voilà, c'est trop, font comme les autres, sont un peu suiveurs, etc. Et en même temps, donc, on attend de la créativité aussi, on attend des nouvelles propositions. On souhaite tous, je pense assez collectivement, que les rédactions elles soient plus à l'image de la société française qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et en même temps, au quotidien, pour un individu, pour un ou une jeune journaliste qui arrive, c'est parfois un petit combat quand même de faire avancer ses idées ou ses propositions, qui ne sont pas forcément des engagements ou des aspects très militants, simplement des idées différentes, des angles différents, etc. Donc, il y a des injonctions contradictoires qui sont proposées aux jeunes journalistes, je trouve. C'est-à-dire, soyez créatifs, faites des choses, montrez-nous, on a plein de choses à apprendre, etc. Bon, mais en même temps, non, on a toujours fait comme ça, donc t'es sûr. Enfin voilà, c'est parfois compliqué de se positionner quand on est un jeune journaliste qui arrive dans une rédaction. Je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai une question à propos de ce que vous avez dit, Aliénor, lors de votre première intervention. Vous avez contesté à juste titre la notion de neutralité. Vous avez tout à fait raison, c'est le plus vieux mythe de l'histoire de la presse, ça remonte aux gazettes,
du XVIIe siècle, on faisait semblant de s'abriter derrière les faits comme s'il n'y avait pas de journalistes. Donc vous avez tout à fait raison. J'étais plus dubitatif lorsque vous avez cité Alice Coffin, parce qu'elle a quand même une définition très très radicale, pas simplement de l'engagement politique, mais même du journalisme, dans le Génie lesbien que vous avez cité, où elle dit notamment « Je suis devenu meilleur journaliste en étant activiste ». Moi, la question que je me pose, c'est si on a cette définition du journalisme, qu'est-ce qui reste finalement de la singularité du discours journalistique? Et je relierai ça à la dernière enquête de la Croix, au dernier baromètre, qui est donc paru ce mois-ci, qui est plutôt rassurant sur la confiance dans les médias, plutôt en hausse. Mais on a quand même, par exemple, ce chiffre sur la singularité justement du journalisme. Il y a 51% des moins de 35 ans qui trouvent positif le fait que de plus en plus d'informations soient produites sur les réseaux sociaux par des non-journalistes. Alors qu'il y a à peine 27% de plus de 35 ans qui sont du même avis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un clivage générationnel qui se crée où ce qui ferait la singularité de votre métier, moi je ne suis pas journaliste mais je défends la singularité de votre métier, n'existe plus aux yeux des jeunes parce que finalement, il n'y a pas de différence entre un discours engagé non journalistique et un discours activiste produit par des journalistes. Donc, si on va dans le sens d'Alice Coffin, qu'est-ce qui restera de la presse au bout du compte? Un travail d'équipe. Je pense que c'est ça la réponse. En fait, un journaliste influenceur devant sa caméra va avoir tendance peut-être à ne pas avoir de contradictoire éditorial sur ses propos. Là où, moi je travaille toujours en équipe, que ce soit en boîte de production ou dans ma rédaction, j'ai un regard autre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement moi et mes opinions et les chiffres qui m'arrangent, que je range dans l'ordre que je veux et que je hiérarchise comme je veux, qui font que je fais un contenu journalistique. Non, en fait, c'est toujours un travail d'équipe avec plusieurs regards et on se demande à chaque fois si les chiffres qu'on cite sont légitimes ou pas. Donc là où moi, Alice Coffin m'intéresse, c'est qu'elle balaie cette question de la neutralité en citant des journalistes américains qui l'ont assumé et qui se positionnent en fait en tant que « je pars de tel point de vue ». Ce point de vue-là m'a construit en tant qu'individu et donc ma question est celle-là. Et donc vous voyez, je pense que c'est ce renversement-là qu'on doit adopter en France pour réfléchir à notre positionnement qu'on a souvent caché en fait, qu'on a souvent mis de côté en disant non, 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 je suis objectif, alors que pas du tout. Et moi, ça me constitue en fait. Ce que j'ai vécu à travers toute ma vie me constitue en tant que femme, en tant que journaliste aussi. Et donc du coup, je prends ce point de vue-là et je pense que je suis aussi une meilleure journaliste depuis que j'ai intégré et assumé le fait que j'étais féministe pour 1000 raisons et que autour de moi, plein de gens l'étaient aussi et que voilà, en fait, il fallait nommer les choses. Et voilà, c'est en ça que je trouve que je suis une meilleure journaliste depuis que je le sais, que j'ai en fait des convictions. Ce qui est important, oui. ce qui est important peut-être aussi, c'est de dire, c'est le contrat moral qu'on a avec son lecteur, c'est-à-dire que la manière dont tu le décris, c'est-à-dire tu dis les choses. Les exemples que tu citais aux États-Unis, le point de vue d'où on part, qui je suis et pourquoi je suis arrivée là, c'est clairement identifié en fait. Peut-être que nous, on est encore dans une période où on est un peu dans un entre-deux, où on n'arrive pas à aller jusque-là, effectivement, et du coup, le public nous reproche cette espèce de flou en fait, qui on est finalement, et beaucoup se cachant encore un peu derrière l'objectivité. Je pense que ce qu'a dit Aliénor est important, c'est être une meilleure journaliste. Finalement, cette histoire d'engagement, ça permet aux médias de continuer à être dans leur époque et de continuer à comprendre le monde. Moi, je donnais l'histoire avec Alice Coffin, juste une histoire, un témoignage à apporter. En 2010, je suis je suis responsable du pôle web d'Arte France. On coproduit une œuvre documentaire avec un producteur. On communique, on fait une avant-première, il y a la presse qui vient. Alice, à l'époque, elle est journaliste média 20 minutes. 20 minutes, très gros tirage. Donc, c'est un article, même avoir un quart de page, c'est important. Et elle arrive, elle me dit, c'est bien, elle voit le dossier de presse, tout ça. Elle dit, donc c'est un projet, je pense que c'était le projet avec David Dufresne, produit par Alexandre Brachet, que moi, je coproduis à Arte. Elle dit, il n'y a que des hommes, il faudrait que j'interroge une femme pour parler de ce projet. Et je lui dis, mais elle est gonflée quand même. Et puis je regarde, il n'y a pas de femme. Bon, eh ben, je vais en trouver une, donc du coup, parce que je voulais l'article.
Et en fait, donc je trouve la productrice, donc, qui est l'associée d'Alexandre Brachet, et puis, et puis je pense quelqu'un qui est au pôle web, qui devait être une chargée de programme web, enfin j'ai plus le souvenir des personnes. Et elle fait l'article, et elle cite les témoignages, les verbatim des femmes, et tout le monde est content. Et en fait, c'est très important ce qu'elle a fait là, c'est-à-dire qu'elle a permis, parce qu'après on réfléchit, on se dit mais comment ça se fait que c'est toujours il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, pourquoi c'est toujours les hommes qui prennent la parole, pourquoi ils sont au poste à responsabilité, etc. Ça commence dans les médias. Un média, c'est un endroit où on véhicule des idées, où on met en évidence des inégalités ou des injustices ou des thèmes, des problématiques. Commencer par poser la question de la représentativité dans les médias et pas que sur le service public. C'est déjà prendre, c'est une démarche de citoyen. Si ce boulot de citoyen, de citoyenne, il est fait, je pense qu'on fait un meilleur journalisme. C'est comme pour les séries. On a produit à un moment donné, distribué un programme qui s'appelait Le Chip un jour. Donc c'est sur des questions raciales et la pop culture. Et un débat très intéressant, c'est 3 journalistes racisés. Ils disaient, mais en fait, pourquoi il faut des scénaristes racisés dans les séries et les films ? Parce que, d'une part, on aura des films et des séries moins racistes. Bon, ça, c'est des points. Et puis, parce qu'il y a des films racistes ou homophobes qui sortent régulièrement. Regardez dans les comédies françaises, c'est assez marrant. Et puis, surtout, ce sera des meilleurs films, puisqu'en fait, ils seront influencés par une autre diversité, donc d'autres formats, d'autres idées qu'on n'a pas forcément eues quand on reste dans l'entre-soi. Et ça, je pense que la question de l'engagement, le fait que Alice, elle ait eu le courage en 2010, contre toute sa rédaction, de dire, moi, je vous emmerde, je décide de mettre un homme et une femme systématiquement, et je veux qu'on ait 50% dans... Je fais mon ARCOM à moi tout seul, je fais mon quota de représentativité toute seule. Eh bien, c'est important ce qu'elle a fait. Elle a créé quelque chose. Et si elle n'avait pas fait, elle, personne ne l'aurait fait. Aujourd'hui, il y a Radio France, dans les matinales de France Inter, ils sont à 65-35 ou peut-être 60-40 en disant mais on va à l'échéance de 2027 faire 60-40, voilà. En fait, c'est un boulot de voir une parité de témoins hommes, témoins femmes. On l'a fait dans Programme B, nous, c'est notre récit d'actualité. Au bout de 1 mois, on fait le comptage. Et on se retrouve à 70-30 pour les hommes. On se dit, mais merde, même chez nous, ça arrive, quoi. Comment on fait ? La chargée de production, elle a trouvé les outils, on a insisté, on a passé plus de temps, et on a compté séparément, effectivement, les experts et les témoins, en s'assurant que sur 30 jours, on avait une parité 50-50. C'est un effort, et c'est un effort qui nous est demandé par des gens qui sont engagés, et heureusement qu'ils sont là, sinon on ne le ferait jamais. On ferait comme d'habitude en disant bah oui, on verra plus tard, etc. Aujourd'hui en France, en cinéma par exemple, vous avez 80% des films qui sont faits par des hommes et personne n'a l'air de trouver ça problématique alors que c'est de l'argent public qui passe par le CNC qui est redistribué. Et après, tous les ans, on se dit ah bah oui, les Césars, c'est bizarre, il n'y a pas de femmes. Bah oui, parce que personne ne fait rien. Donc heureusement qu'on est militants dans ces métiers, heureusement qu'ils sont là pour nous emmerder. Et moi le premier, parce que je dois avouer que j'ai changé. Moi je suis issu du vieux clivage universaliste, très bien, je vois pas les couleurs, tout ça c'est super. Mais la réalité c'est que ça marche pas. On est un pays raciste, on est un pays sexiste, et donc heureusement que les militants sont là pour nous aider à essayer de faire évoluer les choses. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et si je parle en patron de médias et en chef d'entreprise, c'est dans mon intérêt parce que ma boîte, elle va rester compétitive en fait. Elle va rester à l'écoute de l'époque et elle va être lue et consommée par les gens aujourd'hui qui composent la société. Alors j'avais une question peut-être un peu différente sur un autre plan. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'influence comme quelque chose qui vient nourrir le modèle économique d'un média. Toujours une question pour vous. Et vous avez évoqué le fait que certains journalistes, pour essayer de gérer l'ensemble des formats qui vont découler d'une enquête, par exemple, vont avoir un agent. Qui sont ces agents ? Enfin, c'est nouveau pour moi, je ne le savais pas, je découvre, je suis peut-être très naïve. Et quel est leur rôle et qu'est-ce qu'ils vont travailler du côté de l'influence des journalistes ? Alors, bon, d'abord, tous les journalistes n'ont pas un agent, c'est les bons journalistes. Hein, donc, voilà. Après, qui travaillent sur des sujets ayant acquis une certaine notoriété. L'influence, c'est pas forcément problématique, c'est aussi le travail, le résultat d'un très bon travail. C'est intéressant. Enfin, là, vous avez un bouquin qui vient de sortir de Alice Géraud, qui s'appelle Sambre, sur l'histoire des violeurs de la Sambre. C'est un travail journalistique de 4 ans qui est
extraordinaire. C'est un niveau d'enquête, c'est le style, la façon de raconter cette histoire. C'est une plongée dans 30 ans en fait de gabegie sur la judiciaire autour d'un sujet évidemment qui suit des VSS, enfin des viols, donc c'est criminel. Donc c'est un travail journalistique. Alice Géraud, c'est une journaliste à Libé, c'est une journaliste au Jour. Elle l'incarne pas. C'est pas quelqu'un qui est en première ligne. Elle n'a pas un podcast. Elle est pas youtubeuse. Elle fait un travail journalistique. Ce travail journalistique fait l'objet d'un livre. Donc un livre, c'est un contrat. Et un contrat, il faut un avocat ou un agent pour le négocier. C'est mieux. Et en l'occurrence, ce livre, il est adapté en fiction par Jean-Xavier de Lestrade, il va faire l'objet d'une fiction, etc. Et là aussi, il y a un agent qui négocie les intérêts de l'auteur ou de l'autrice. Je ne connais pas les détails, je ne connais pas Alice Géraud, mais en gros, dans toute cette chaîne contractuelle, il y a eu quelqu'un qui a signé des contrats et qui a fait valoir ses intérêts économiques. Et moi, je trouve que c'est très bien que les auteurs soient rémunérés, et le plus possible, quand ils font un travail de 4 ans, qui s'investissent, qui passent du temps sur un sujet comme ça. Sans aller jusqu'à là, il y a tout un tas d'autres domaines. Il y a des journalistes, il y a des podcasts ou des youtubeurs. En fait, quand vous produisez un contenu, l'enquête de Judith Duportail aussi, elle a fait sur le Tinder, les applis de rencontre. Il y a eu un bouquin, ce bouquin a fait l'objet d'une adaptation sur France 5, etc. Donc, quand je dis les journalistes ont un agent, je dis juste, non, je dis pas ça, je dis simplement, quand le travail d'enquête journalistique de fond qui fait l'objet d'une adaptation, c'est une négociation, c'est de la défense d'intérêt, parce que derrière, c'est de l'argent, et que du coup, effectivement, moi, ça m'arrive souvent, dans la discussion sur ce type de format, d'avoir à discuter avec des agents pour des journalistes ou des auteurs. Là, on travaille avec un auteur, prix Albert Londres, pour une fiction. On passe par son agent pour négocier son contrat, mais ça, c'est des pratiques qui sont courantes. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on commande une pige, on a un agent qui va la négocier. Ça veut dire que pour un travail important, qui fait l'objet d'adaptation, en général, c'est plutôt dans ce segment-là, quoi. Une ou deux questions à la salle. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Petite annonce suite à la mésaventure de tout à l'heure. Donc, ne laissez pas vos affaires dans la salle pendant la pause du déjeuner. Ceux qui se sont fait voler quelque chose peuvent se rapprocher de nous. Voilà. Et donc, on se retrouve tout à l'heure après le déjeuner. Est-ce que quelqu'un a l'heure sous les yeux? Je ne sais plus. À 14h. Merci à tous. À tout à l'heure.